Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 4. Bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, nous accueillons Annick Lamarche, orthophoniste et parent d'un jeune enfant, qui va nous parler des mythes du bilinguisme et de l'apprentissage des langues. Bonjour Annick et bienvenue à Parenthèse. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui es-tu et que fais-tu? Salut Julia. Mon nom c'est Annick. Je suis franco-ontarienne. Je suis née dans la région de l'Est ontarien, à Cornwall précisément. Et puis, j'ai un parcours assez intéressant, sinon pas perplexe ou complexe. Mais j'ai tout d'abord fait mon bac et ma maîtrise en musique, puis en chant classique. Ensuite, je me suis dirigée à Stockholm, en Suède, pour faire un doctorat en acoustique musicale. Puis ensuite, je suis revenue au Canada pour faire ma maîtrise en orthophonie. Oh. Et voilà, je pense que ça explique pas mal qui je suis. Mais je vais aussi ajouter que je suis une maman d'un enfant de 6 ans et puis d'un chien très touffu. Merci beaucoup. Pour commencer, pas pour commencer, pour continuer, quand on s'est parlé il y a quelques semaines, on a parlé de beaucoup de sujets que je pense seront très intéressants pour nos auditeurs, notamment le bilinguisme et l'éducation d'un enfant francophone dans une communauté majoritairement anglophone. Pourrais-tu me dire un petit peu, c'est quoi les plus grands mythes sur le bilinguisme et l'acquisition des langues que nous devrions laisser de côté? Ouais, ça c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de mythes. Puis des mythes qui sont persiste malgré les informations, puis la littérature et la recherche, c'est assez intéressant. Puis pas juste dans la population commune, là, disons, mais aussi chez les intervenants en santé, puis des gens qui seraient placés pour informer la population commune et désinformer les mythes. Euh, le premier mythe, c'est que le gros mythe, si vous allez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un enfant monolingue et un enfant bilingue, plurilingue au niveau du développement langagier. Ça, c'est la grosse chose à retenir. Euh, L'enfant est né, le bébé, on sait que le bébé peut différencier des langues dans l'utérus. OK, donc un Wow! enfant bilingue est déjà bilingue avant qu'il soit né. Wow, je ne savais pas. Oui. Wow! Et puis, les choses commencent à se préciser à 4 mois où l'enfant va vraiment pouvoir reconnaître des sons qui appartiennent à la langue, à sa langue maternelle, puis encore plus comme pointu vers l'âge de 6 mois. En tout cas, bref, tout ça, là, le développement est pareil chez les enfants ou les poupons unilingues ou bilingues. Ils savent reconnaître leur langue maternelle ou leur langue maternelle. Les premiers mots apparaissent à la même âge, entre 12 mois et 13 mois. On devrait avoir quelques mots qui apparaissent. Et puis, ensuite, le langage se complexifie avec des combinaisons de mots un peu plus tard, 18 à 24 mois. Et puis, il y a comme une explosion du vocabulaire juste avant cette combinaison-là de mots. Puis ça se passe dans les deux contextes. Le contexte monolingue ou unilingue, si on veut, puis le contexte bilingue ou plurilingue. Il y a certaines petites nuances, mais le mythe qui persiste, puis que j'entends toujours en tant qu'orthophoniste, en tant que parent, dans les divers cercles de maman-enfant, maman-bébé, c'est que ton enfant est bilingue, c'est correct, c'est normal s'il parle un peu plus tard. Et moi, je dis non, ce n'est pas normal qu'un enfant bilingue parle plus tard. En fait, c'est pas une question de langue, c'est une question de développement. Chaque enfant a son rythme de développement. On va pas aller dire que ton enfant marche plus tard, alors il doit être bilingue. Là, c'est comme, c'est aussi ridicule que ça de dire que ton enfant bilingue parle plus tard parce qu'il est bilingue. OK? C'est comme associé à une fonction qui n'est pas attachée
du tout au développement. Donc, qu'un enfant parle plus tard, c'est peut-être signe d'un truc, ou d'un rythme plus lent ou d'un problème au niveau du développement langagier, mais ça se passe du côté unilingue, monolingue, autant que du côté bilingue. Et on on n'utilise pas cette carte-là pour expliquer le retard lorsque c'est un enfant monolingue. Mais aussitôt que c'est un enfant bilingue ou plurilingue, on excuse le retard tout de suite à cause de la diversité langagière. C'est complètement faux. Oui. J'espère que je démantèle ce mythe-là qui me tient Oui. à cœur, mais il y en a d'autres. Je vais parler aussi du bilinguisme parfait. Ça, c'est un mythe. Oui. Le bilinguisme parfait, c'est catégorique, ça n'existe pas. Il y a des diversités au niveau du bilinguisme, puis je vais souligner le fait que le bilinguisme, c'est vraiment comme un continuum. Puis on devrait regarder ça sur deux plans. Sur le plan de compétences, la compétence, ça résume à l'utilisation. Est-ce que c'est une utilisation rare ou c'est une utilisation fréquente? Puis est-ce que c'est comme un minimum d'utilisation ou un maximum d'utilisation? C'est pas mal vraiment ça. Donc, ça fait comme compétence, utilisation, ça égale pas parfait. Donc, si on peut regarder le bilinguisme de ce niveau-là, ben là, on peut enlever le mythe de comme, ben, t'es pas vraiment bilingue parce que tu peux pas parler parfaitement anglais. Mais peut-être que tu as une diversité au niveau de tes compétences parce que l'anglais, tu l'utilises pas autant que tu utilises ton français ou vice-versa. Puis, ça fait de toi un être bilingue différent de celui qui parle anglais tout le temps puis qui utilise très peu son français. C'est une autre personne bilingue. Donc, on peut pas vraiment. C'est ça le problème avec le bilinguisme. On peut pas vraiment faire des bonnes recherches. Ben, désolé aux chercheurs qui m'écoutent en ce moment, mais on c'est très difficile de faire des recherches parce que le niveau de comparaison est constant. Il y a tellement de petites variables qui entrent en jeu qui font qu'on ne compare jamais vraiment des pommes avec des pommes. C'est toujours un peu des pommes avec des pseudo-pommes. Oui, ça me fait sentir mieux aussi d'entendre ça parce qu'il y a des fois que je pense que je me trompe mes mots, je ne connais pas les mots comme spécifiques. Comme il y a quelques semaines, je parlais avec un plombier et puis j'essayais d'expliquer c'était quoi le problème et puis je ne savais pas c'était quoi le mot pour la partie qui était brisée et puis il essayait de me parler en anglais. Je connais pas le mot en anglais non plus, je connais pas les mots des choses des plombiers, je m'excuse. Mais ça me fait sentir un peu mieux que c'est pas, il y a pas de il y a rien qui est parfait dans la vie. Oui, puis encore, comme pour ton exemple de plombier, tu pourrais aussi me dire, ben, je ne peux pas lui expliquer en français, mais le mot m'est venu tout de suite en anglais, puis ça serait aussi très typique d'un bilingue, dépendant de son exposition. Comme, admettons que mon papy me parlait tout le temps des oiseaux, mais que, puis que ça se passait en français, puis que ça c'est hypothétique, là, que j'allais à l'école en anglais, je suis allée à l'école, j'ai scolarisé uniquement en français, mais mettons que j'étais à l'école en anglais, j'aurais pas été exposée à l'école au nom d'oiseaux, mais mon papy m'aurait donné cette exposition-là en français. Donc là, mon développement de connaissances, c'est comme monolingue un peu par rapport à ça. Donc là, je vais, comme quand je vais parler, je vais avoir un trou qui va me manquer Oui. les noms d'oiseaux en anglais parce que j'ai jamais eu cette exposition-là en anglais. Donc, on retrouve ça chez plusieurs personnes qui sont plurilingues, qui ont des trous là, par rapport à du vocabulaire ou des connaissances. C'est simplement, ça reflète simplement leur niveau d'exposition dans diverses langues. Mhm. Mhm. C'est un peu compliqué aussi au Canada, je pense, parce qu'on a les anglicismes et le franglais, on mélange les langues un petit peu. On peut des fois conjuguer des verbes comme on dit le mot en anglais, mais on ajoute un accent aigu à la fin pour conjuguer. Alors, je pense que peut-être ça va compliquer même plus ici, mais je trouve ça beau jouer avec les langues comme ça qu'on fait ici, plus peut-être que dans notre partie du monde. Ouais, toi, Euh, tu parles de code switching, puis code oui. switching, c'est aussi un mythe. Peut-être fait partie d'un mythe
un enfant devrait parler qu'une langue à la fois ou Mhm. un bilingue. Puis le code switching, ça n'existe pas juste au Canada, ça existe dans tous les contextes bilingues, surtout les pays très bilingues comme l'Espagne, où on a comme l'espagnol puis le basque ou le catalan, Mhm. excuse-moi, ou même le Belgique, flamand oui. et le français en Belgique, exact, puis d'autres pays que je nomme pas, ou des dialectes. Mhm. Puis c'est ça, les gens vont s'approprier des mots, ils vont aller emprunter de leur autre langue, puis dépendant de l'importance, par exemple en français, l'importance des verbes, elle est très forte. Donc, on va aller surtout aller puiser des mots en anglais, puis on va les transformer en verbes. Je Oui. vais te forwarder un email. Oui, exactement. Là, j'ai deux code switching. J'ai le verbe que j'ai Mhm. transformé, qui est exceptionnel. J'ai comme utilisé pour mon utilisation spécifique, mais j'ai aussi utilisé email, qui est comme un emprunt, qui est comme maintenant rendu un emprunt commun que la population utilise au complet. Donc, c'est ça. Tu as les emprunts, t'as les reformulations, comme tu transformes le mot selon ton utilisation. Tu vas aller le transformer en verbe pour te faciliter la tâche, puis pour refléter l'importance du mot dans ta langue à toi, ben, dans ta langue d'utilisation à toi. Et puis, tu as aussi juste l'utilisation de vocabulaire, comme faire genre, je te dis ça, so je vais aller chercher Oui. ça tantôt. Comme le Oui. so, c'est une utilisation très fréquente chez les bilingues franco-anglais. Donc, c'est ça. Le code switching, là, c'est pas mauvais. Au fait, c'est un signe chez le plus jeune. C'est un signe qui est en train d'acquérir du langage, son vocabulaire des deux côtés, puis il est en train de comprendre comment faire l'utilisation de la langue. Puis au fait, quand que quelqu'un, un jeune enfant fait ça, mettons, il utilise un verbe en anglais, puis il le transforme en verbe conjugué en français, ça démontre toute une capacité langagère. Hein? Mhm. Son petit cerveau a compris comment conjuguer un verbe, puis comment appliquer des règles de grammaire francophone à un vocabulaire anglophone. C'est assez compliqué. Donc, moi, je trouve ça que je trouve que c'est un bon signe quand on voit ça chez l'enfant, surtout en bilan orthophonique. Je fais, ah, point bonnie pour toi, tu fais du code switching. Pour ajouter un autre anglicisme, c'est vraiment cool ça. Je trouve ça tellement intéressant. Mhm. Je vais sauter un petit peu, c'est parce qu'on a parlé un petit peu des autres pays. Je sais que d'après mon expérience à l'école en Angleterre, l'enseignement des langues n'était pas parfaite, pas extraordinaire, disons. Et puis, j'entends que c'est le cas aussi aux États-Unis, en Australie, beaucoup des pays anglophones. Est-ce qu'il y a quelque part dans le monde où ils enseignent bien les langues? Et puis, c'est quoi qu'ils font différemment qu'on fait ici dans les pays majorité Ça, je vais aller comme dans l'anecdotique parce que je, je pense pas que j'ai assez de connaissances, pardon, je pense pas que j'ai assez de connaissances en recherche par rapport à ça. Mais j'ai vécu en Suède pendant un long bout de temps, pendant 6 ans, puis j'ai beaucoup d'amis au niveau de l'enseignement dans différents pays, puis j'ai aussi fait de la recherche moins longtemps en Belgique. Ben, ma compréhension des choses, c'est que les pays qui sont bilingues, comme la Belgique, ont toute une autre approche à aux langues qu'un pays qui est unilingue, comme l'Angleterre, mettons. Mais dans les pays scandinaves qui sont unilingues, mais qui forcément doivent être bilingues parce qu'à l'extérieur de leur pays qui parlent une langue, il y a peu personne d'autre qui parle cette langue-là. Donc, moi, je suis un peu une experte en langue unique comme ça. Je parle suédois couramment, mais ça me donne rien si je suis pas en Suède. Il y a Et la même chose quoi, avec le 5000 bulgare. personnes qui parlent. Je connais pas la population de la Suède, mais peut-être À peu près 5000. 7 millions, millions de 7 millions, personnes, ouais. pardon, pas 1000. Pas Donc, beaucoup. c'est assez restreint, peut-être même 8 millions à ce jour, mais ouais. Donc, c'est assez restreint comme population. Donc, ils sont forcément dans une position où, au niveau du pays, ils doivent éduquer leur population de façon bilingue, sinon ils ne survivent pas vraiment au niveau international, puis au niveau sur le plan global. Puis, euh, mais ce qu'ils font, c'est que ils introduisent, ils introduisent aussi des langues étrangères dans leur système d'éducation dès
enfance. Puis, ils ont une mentalité aussi de genre de reconnaître ta langue maternelle. Donc, si, mettons, tu es arabe et que tu arrives en Suède et tu vas aller à l'école suédoise, tu as le droit d'avoir des cours d'arabe dès ton entrée en école parce qu'ils reconnaissent l'importance d'avoir ta compétence linguistique, reconnaître l'enfant par sa compétence linguistique, puis l'intégration culturelle est beaucoup plus forte quand on respecte puis on reconnaît la langue qui est utilisée à la maison. Puis ensuite, on équipe l'enfant avec une connaissance plus approfondie de sa langue maternelle qui va devenir beaucoup moins dominante étant donné qu'il est dans une situation majoritaire d'une autre langue. Et puis, c'est ça. Donc, ils font vraiment le pont par rapport à ça. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle, puis mes observations à moi avec mes connaissances orthophoniques qui fait, ouais, vous faites vraiment bien les choses. Est-ce que ça donne des bons résultats? Il faudrait voir, là, il faudrait faire une étude plus poussée pour aller voir. Puis peut-être qu'il y en a qui existent, mais la Finlande, la Suède, le Danemark ont toutes une approche semblable par rapport à ça. C'est ça donne que ce sont tous des pays qui sont forcément bilingues à cause de leur position langagière au plan international. Donc, c'est intéressant à savoir par rapport à ça, mais c'est souvent que je rencontrais des jeunes à l'élémentaire qui connaissaient au moins 4 langues, qui pouvaient parler 4 langues couramment ou se débrouiller dans un contexte conversationnel Oui. assez poussé. Donc, tu sais, des jeunes de 8 ans, 9 ans qui disent, ah oui, je suis allée à Paris avec mes parents, puis j'ai commandé au restaurant pour tout le monde. Oui. Mais, tu sais, ça se fait assez fréquemment. Donc, je trouve qu'ils accomplissent bien leur travail. Mais la même chose avec la Belgique, je trouve que les gens ressortent du système éducationnel avec au moins 3 langues. Donc, ouais, je pense que le spin culturel sur l'apprentissage linguistique est vraiment important, plus important qu'on le pense. Puis la question linguistique, c'est une question d'identité. Donc, si on peut aller chercher ça, puis aller encourager ça, la composante d'identité, puis la composante culturelle à l'aspect linguistique, ben là, on va équiper la personne à s'approprier le langage d'une toute autre façon. Et puis, je comprends que c'est quelque chose que toi, tu aimerais voir dans les écoles, c'est Oui, enseigner plus de langues, pas juste anglais-français, c'est oui. des autres langues aussi, et puis aux enfants assez jeunes. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus de ça? Oui, ben c'est justement ça, l'idée de la Suède là, qui a des cours de langue maternelle pour les enfants qui sont non suédois ou qui parlent une autre langue que le suédois. Euh, Cette idée-là, elle a été poussée en recherche, puis elle est appelée translangage. Puis le pays en avance sur tout le monde, c'est l'Espagne, à cause de son héritage catalan dans les Pays basques. Euh, donc là, ils ont fait beaucoup de recherches poussées pour savoir comment intégrer les notions linguistiques de l'enfant qui sont bilingues ou plurilingues au niveau pédagogique, au niveau de l'éducation. Ça marche super bien, puis l'enfant s'épanouit beaucoup plus davantage. Puis là, il y a toute la question de comme compréhension interculturelle, puis tolérance multiculturelle, tout ça où il y a une meilleure harmonie, un meilleur développement de l'enfant par rapport à ça. Donc, moi, je me suis toujours demandé la question, pourquoi est-ce qu'on attend si tard pour offrir des opportunités à nos francophones à apprendre une langue étrangère. On le voit, c'est donné dans nos écoles, mais surtout à l'école secondaire. Je trouve que c'est déjà tard quand on sait que la phase d'acquisition plus spontanée, plus organique chez l'enfant, c'est de 0, ben, on va dire en utérus, in utérus, Oui. jusqu'à à peu près 6 ans. Puis après ça, ça devient un peu plus complexe. Hein? Mhm. Donc, pourquoi est-ce qu'on jouit pas de cette période-là pour pouvoir aller offrir plus à notre enfant? Donc, c'est sûr que j'aimerais voir ça se passer, l'offre d'une Mhm. langue étrangère. Mais là, si on peut aller plus loin que ça, puis dire, ben, est-ce qu'on peut aussi utiliser la notion de genre translangage, code switching, de laisser l'enfant
faire l'utilisation linguistique qui est dynamique, puis composer avec ça dans son éducation, je pense que là, on va aller s'éloigner de la dualité français-anglais chez nos enfants francophones. Puis la question d'assimilation va devenir une question différente que celle qu'on vit tout de suite. Puis le combat va être peut-être moindre. C'est une hypothèse que je présente, je ne sais pas, mais il me semble que donner plus d'options à un enfant, ça va lui enlever le choix de choisir, ben, c'est soit que je parle français ou anglais, surtout dans un bassin où la langue majoritaire est l'anglais, ben Mhm. ça va peut-être diversifier les choses un petit peu plus. À voir. Euh, j'ai une autre question aussi, peut-être reliée un peu plus à notre première question, selon les mythes du bilinguisme. Euh, c'est le sujet des enfants qui ont des différences d'apprentissage ou des différences neurodéveloppementales. Mhm, Parce que, bon, c'est un peu personnel pour moi, j'ai un enfant qui est dyslexique et un autre qui est autiste. Et puis, on m'a souvent dit que les deux auraient beaucoup de difficultés à apprendre des autres langues. C'est pas mon expérience avec eux, mais que peuvent faire les parents qui veulent que leurs enfants aient la chance d'apprendre des autres langues si on leur dit cela? Si on leur dit que ton enfant, ah, il ne peut pas apprendre des choses comme ça. assurez-vous d'aller voir un orthophoniste ou Oui, un orthophoniste qui a une bonne connaissance du bilinguisme chez l'enfant. oui. Euh, Cet orthophoniste-là, mâle ou femelle, va vous dire que c'est encore un mythe, Mhm, qu'un enfant qui a un trouble langagier, trouble neurodivergence, même pas un trouble, a une neurodivergence, mhm, ou peu importe, va avoir cette condition-là ou ce trouble-là dans n'importe quelle langue. Alors, mhm. qu'un enfant soit dyslexique en français, il va être dyslexique en anglais, en Oui. espagnol, en allemand. Donc, s'il a appris le français, il fonctionne en français, il est capable d'apprendre l'anglais, puis l'espagnol, puis l'allemand, puis composer avec sa dyslexie de la même façon. Donc, développer des stratégies pour pouvoir opérer dans une langue. C'est sûr que peut-être que cet enfant dyslexique-là va être plus fort à l'oral qu'à l'écrit ou en lecture. Mhm, Alors, l'apprentissage au niveau oral, conversation, les cercles de conversation oraux, tout ça, ça va peut-être être sa force par rapport à un enfant qui est plus lecture, écriture. Euh, il faut savoir composer avec l'enfant aussi qu'on a devant soi. Mais ouais, euh, avoir une condition, quoi que ce soit, n'importe, condition physique. J'ai déjà entendu le truc avec quelqu'un qui a un enfant avec une paralysie cérébrale, par exemple, dire la mhm, même chose. Non, il n'y a rien qui stoppe l'apprentissage linguistique d'un enfant. Euh, on le voit souvent, les gens qui ont des neurodivergences et qui sont non-verbaux, puis on ne veut pas utiliser la langue des signes parce qu'on veut qu'ils deviennent verbaux. Et pourtant, la langue des signes, ça amène à l'utilisation langagière. Au fait, ce qu'on devrait faire, c'est dire, outre la langue, on veut vraiment juste maximiser la communication. Donc, on va aller maximiser la communication dans n'importe quelle langue. Ça ne dérange pas vraiment quelle langue. Puis, si cet enfant-là, sa réalité, c'est une réalité plurilinguistique, donc ses parents sont francophones, puis il va à l'école en anglais, ben, il faudrait peut-être respecter cette réalité-là, puis aller composer avec cette réalité-là, puis l'équiper à pouvoir coexister dans cette réalité-là, puis pas demander aux parents de comme défaire leur réalité ou reconstruire toute une autre réalité pour la famille et cet enfant-là. Donc, ça, c'est mon opinion professionnelle et personnelle par rapport à ça. J'ai souvent, hum, dans le début de mes études, je me suis vraiment attardée sur la langue des signes et puis la population sourde et la population malentendante, puis comment souvent la langue des signes, elle est une dernière option, souvent s'il y a un implant cochléaire, par exemple, où on veut s'éloigner de mhm, la langue des signes, puis j'ai jamais vraiment compris ça. Je suis vraiment plutôt du camp où la langue des signes peut permettre à la personne de s'émanciper puis se développer beaucoup plus. Et puis même peut-être porter à une utilisation du langage verbal si c'est souhaitable. Mettons, s'il y a un implant cochléaire puis on veut utiliser euh,
la langue parlée également, mais ça peut être c'est une autre forme de bilinguisme, hein, la langue des signes et la Oui, langue parlée. Mais c'est aussi ouais, un bilinguisme. absolument, oui. Euh, bon, nous sommes presque à la fin de notre temps, mais j'avais beaucoup plus de questions. Alors, peut-être qu'on pourra nous arranger pour avoir un autre épisode avec toi dans les mois et peut-être les années qui viennent, parce que je sais que le bilinguisme et puis être francophone dans une communauté anglophone, c'est quelque chose de très important pour beaucoup de nos auditeurs. Mais juste avant qu'on se quitte, j'ai une question que je pose à tous les parents qui participent au balado. Est-ce que tu pourrais me parler de ton meilleur souvenir en tant que parent? Ah oui, j'en ai tellement, j'ai tellement de choisir un souvenir. Euh, c'est sûr que comme étant maman orthophoniste, je surveillais n'importe quel son qui sortait de la bouche de mon enfant, puis que je l'ai répertorié, puis tout ça. Mais je pense que la première fois que mon enfant a pu vraiment communiquer puis dire une phrase complète, mettons, là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment fière. Puis je me souviens que on a vraiment célébré ça. Mais demandez-moi pas ce qu'il a dit, en fait. Ben, faudrait que je retourne dans son album bébé, puis je pourrais aller vous dire parce que je l'ai tout documenté mot pour mot, mais c'est pas dans Oui. ma mémoire. Mais je me rappelle que ça, c'est vraiment, ça a été une réjouissance là au niveau de on parle. Finalement, il y a cet échange-là qui se passe au niveau des mots, mais ouais, je m'égaye à chaque jour avec mon enfant, il y a toujours quelque chose de nouveau. Bon. Merci énormément pour ton temps. Comme j'ai dit, c'est vraiment un sujet qu'on a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus. Alors, peut-être si ça te convient, on pourrait se revoir un autre jour. Mais de tous nous ici à Nexus Santé, à Petite Enfance, te remercie pour ton temps aujourd'hui. Ah, ben, ça me fait très plaisir. Je suis enchantée de pouvoir revenir vous voir et vous parler un autre tantôt. Merci. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!